Donc, comme je disais, au moment où j'ai écrit le titre de la présentation, je ne savais pas vraiment de quoi j'allais parler. Mais quand même, j'ai changé le titre. Ça s'appelait le programmeur aguerri. Maintenant, j'ai mis le programmateur. Parce que, quand même, faut se respecter un peu. Comment je change de slide? Ok. Disclaimer. Cette présentation n'est pas une présentation sur le cyclisme. Donc oui, c'est un peu préparé à la va-vite. Mais vous inquiétez pas, je vais compenser par mon charisme démesuré. Ça sonnait plus drôle dans ma tête. Et aussi, j'ai écrit, quand vous êtes obligé de la noter, vous savez qu'une blague va faire mouche. Voilà, donc 3 sur 3. Donc qui suis-je? Je m'appelle Benoît Foulquier. J'ai travaillé à Ubi sur Rayman Origins et Rayman Legends. Ensuite, je suis allé chez Swing Swing Marine où on a fait donc Rayman Origins et Rayman Legends. Au cas où il y en a qui ne connaissent pas, c'est un platformer 2D. On a fait Tetrobot & Co, qui était un puzzle game PC et tablette. Et ensuite, on a fait Season After Fall. Les couleurs sont dégueulasses. Qui était aussi un platformer 2D. Un peu plus basé puzzle. C'est l'histoire d'un petit renard qui peut changer les saisons. Et maintenant, je travaille chez Moon Studio sur Ori and the Will of the Wisps, qui est la suite de Ori and the Blind Forest. Donc, aussi pour me présenter, je suis programmeur C# depuis 15 ans, programmeur Unity depuis 10 ans, mais je me soigne. Et ça se voit peut-être, j'ai une légère spécialisation dans les platformers 2D. Je ne sais pas vraiment d'où ça sort. C'est arrivé comme ça. Donc je suis programmeur, au cas où je ne l'avais pas déjà dit cette fois. Ça va être un petit peu touffu. On m'a dit, il faut faire du technique. Hein. Sunfest, Addon, on va parler de technique. Donc, putain, je vais faire du technique. C'est moi, le micro, il marche quand il veut. Non, c'est bon? Jean-Michel mange micro. Voilà. D'ailleurs, qui est programmeur dans la salle, de près ou de loin? Ça va envoyer du pâté. Donc voilà, le vrai sujet de la conférence. Créer son engine dans Unity. Donc là, au passage, j'ai noté plein de blagues, alors je veux que j'y lise. Vous êtes sûr que vous avez affaire à une conférence de programmeur? Parce que déjà, j'ai pris le premier thème qui venait dans Google Slide. J'ai un verre bien dégueulasse. Et alors, ça va se voir après, mais ça, j'ai trouvé ça génial. C'était un hasard. Mais c'est une fonte alignée par, je sais pas comment ça s'appelle, à la casse fixe. Comme dans Visual Studio. Donc voilà. De quoi ça va parler? Ça va parler de moi. Donc comme je disais, j'utilise Unity depuis trop longtemps. Je suis devenu un peu un vieux con blasé. Toutes ces années d'utilisation, il y a un thème pour moi qui se dégage, c'est que Unity sait pas faire des features au niveau. Très souvent, il se lance dans des features en se disant on sait ce que nos utilisateurs veulent, on va faire the tool to rule them all, n'est-ce pas? Et puis il se plante lamentablement. Par exemple, il y a Shuriken. Bon, maintenant, Shuriken, ça marche pas mal, mais ça leur a pris bien 5 ans à faire un éditeur de particules. Les débuts de Shuriken, c'était catastrophique. Mechanim, c'est pour moi un échec assez complet. Ils sont en train de refaire du networking avec Unet. J'ai aucune expérience dessus, je m'en suis pas servi, mais j'entends que du mal. Là, récemment, ils ont annoncé Cinemachine et Timeline, donc ça a l'air bien. En termes de fonctionnalité, il y a des prods qui font des trucs cool avec. Récemment, j'ai filé un coup de main à un studio qui utilise Cinemachine à outrance et en termes de perf, c'était catastrophique. On n'imagine pas qu'on puisse passer un temps pareil à juste positionner des caméras, c'est assez délirant. Ah oui, ça va parler de marketing aussi. Parce qu'en fait, ce que je veux dire avec tout ça, c'est pas juste histoire de bitcher sur Unity.
Si j'aimais pas Unity, ça ferait pas 10 ans que je continue à l'utiliser. C'est que je voudrais sensibiliser les gens, au cas où vous n'êtes pas déjà au courant, qu'il faut faire très attention au message marketing de Unity. L'approche de vente de Unity, c'est de dire vous pouvez prendre notre engine, vous balancez des tas de plugins de l'asset store dedans, vous mélangez bien et vous arriverez à faire un jeu. Moi, je ne sais pas faire ça du tout. Je suis incapable de travailler comme ça. Clairement, il y a des équipes qui arrivent, donc respect. Mais j'ai aussi vu énormément d'équipes se planter grave. Parce que, effectivement, pour faire des protos, ça va bien de faire ça. Pour shipper, c'est autre chose. Ouais. Donc voilà, de faire une jam et shipper un produit, c'est pas la même chose. Oui, aussi, donc, comme vous l'avez vu dans mon historique, moi j'ai plutôt bossé sur des jeux avec des équipes relativement grosses. Donc voilà, mon retour d'expérience est là-dessus. Encore une fois, je ne sais pas faire un jeu avec 2 personnes et pas de programmeur. Donc oui, les jeux qu'on voit qui sont démarrés en projet de fin d'études ou qui sont démarrés suite à une jam et puis qui se lancent, ouais, on a mis en place bout à bout les trucs, on a une boucle gameplay qui marche, c'est bon, on peut produire. En grande partie, c'est pas la faute d'Unity, c'est dû à un manque d'expérience tout simplement. Mais voilà, il y a quand même pour moi un problème de marketing vis-à-vis de ça. Donc voilà, je vais parler d'investissement. Je pense que donc apparemment cette année toutes les confs programmation parlent de tool. Donc il y a un thème qui se dégage. Donc voilà, mon message c'est comme l'a déjà été dit ce matin, investissez dans vos tools, c'est très important. J'ai pas forcément la même approche que justement ce qui a été décrit ce matin, parce que encore une fois, c'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes scopes. Mais voilà, donc je m'intéresse aussi à des jeux qui ont en général beaucoup de contenu, une certaine exigence en termes de production de contenu et exigence en termes de performance. Donc Unity Marketing, don't believe his lies. Logiciel, on va parler de logiciel. Un jeu est un logiciel. Donc il ne s'agit pas de faire un débat sur est-ce que les jeux vidéo sont de l'art ou quoi. J'ai une vision pragmatique d'ingénieur. À la fin du projet, il va falloir shipper des 0 et des 1 qui s'exécutent sur un processeur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je parle de ça parce que Unity, c'est pas un engine de modding. C'est pas un engine de production de contenu, même si justement on essaye de nous le faire croire. C'est pas un truc qu'on prend, qu'on modifie et qu'on fait une totale conversion et on a un jeu. Et il faut vraiment le prendre en compte au cœur de l'organisation du projet. Que si vous voulez faire un jeu spécifique, il va vous falloir vous créer un pipe de travail spécifique. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais historiquement, Unity, encore une fois, le vieux con d'il y a 10 ans, mais c'était un flash killer en fait. C'était quand même vraiment la fondation de l'architecture, de dire, bah tiens, il y a Flash qui fait du web, on va faire la même chose, mais on va faire de la 3D. On va avoir un web player. Et il y a des tas de callbacks qui existent dans Unity encore maintenant, avec onMooseOver et des trucs comme ça, qui sont du copier-coller des API Flash. Et alors, encore une fois, pourquoi je parle de ça ? Parce que 10 ans plus tard, il y a certaines décisions qui ont été prises à l'époque qui sont questionnables. Et en fait, encore une fois, je parlais d'investissement. Moi, le terme de scripting, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, en fait. C'est pour ça que je disais, vous êtes en train de créer un logiciel. C'est que l'approche de dire je crée un nouveau script, je mets un bout de logique, je dump ça dans la database, pardon. Je dump ça dans la database, tous les autres utilisateurs du projet vont le subir et il va falloir le maintenir jusqu'à ce qu'on ship. Je trouve ça hyper dangereux en fait. Encore une fois, c'est très bien pour prototyper.
Mais pour du long terme, il faut s'équiper plus correctement. Et une autre chose du terme de scripting qui me dérange, c'est que ça suppose qu'en fait vous avez un engine qui fait sa vie et qui de temps en temps daigne parler un peu au script, dire tu veux exécuter un truc, et le script renvoie la balle, et voilà. Et encore une fois, si vous vous lancez dans une production suffisamment complexe, vous allez créer un logiciel, c'est vous qui êtes en contrôle. Il ne faut pas subir l'engine, il faut le tailler à vos besoins. Donc quand je parlais de faire un nouveau script, moi il y a un truc que je trouve assez rigolo dans Unity, c'est que c'est parfois plus facile de créer un nouveau component. Vous avez votre GameObject, dans l'inspecteur il y a un bouton Add Component là. Tu cherches un nom, tu le trouves pas, oh tiens, Create New. Et en fait ça mène à ce que j'appelle impulsive programming. C'est j'ai un besoin, bam, je programme un truc parce que c'est plus simple quoi. Mais en fait ça se paye, c'est ça le problème à long terme. Donc un proto c'est organique, mais pour shipper il va falloir architecturer. Et le pendant du impulsive programming, c'est le impulsive tooling. Encore une fois, back to the roots. Unity, le nom et le message marketing de Unity, ça venait de dire on va unifier le process de création, parce que dans le temps, on avait 50 outils différents. Je faisais ma modé sous Max, et puis ensuite je l'exportais dans un petit exécutable de transcription qui balançait ça dans un nouveau format. Puis ensuite, je lançais ça dans un intégrateur de scène, machin. Tu vois, tu as les 5 outils différents que tu utilisais tous les jours pour développer ton jeu. Et donc Unity, ils ont dit, ben non, c'est nul, il faut qu'on regroupe. Il y avait une vraie vision de design qui est très très bonne. Hein. Et donc en fait, il faut avoir la même approche, à mon avis, dans votre propre développement. Donc ce matin... personne dont j'ai oublié le nom disait dès qu'il y a une action, il faut avoir un outil. Certes. Le problème, c'est que ça mène souvent à ça, en fait. Impulsive tooling. Et là, c'est... je vous le déroule quand même, parce que j'ai trouvé ça assez drôle. J'ai même pas eu besoin de chercher beaucoup. Première entrée le nom du studio sera tu. Mais... point d'entrée des outils du studio, Tech, Cleanup, Art. Ah non, il y en a un entre les deux qu'on voit même pas parce qu'il y a eu un aller-retour. Art, je sais pas quoi. Première entrée quoi. Je vous laisse imaginer le bordel qu'il y a dans toutes les autres entrées. Donc impulsive tooling. True story. Alors là, ça va être peut-être un peu plus flou. Impulsive architecting. Il y a un talk que je vous recommande de regarder sur YouTube. Et ensuite, vous jetez tout à la poubelle et vous faites jamais ça. Don't believe his lie. Kill him. Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas que je prenne tant de ça de plaisir à bitcher, mais un peu quand même. Là, en l'occurrence, il décrit... c'est un gros studio en plus, donc apparemment ça marche pour eux. Qui fait son architecture en découplant tout, parce que quand tout est découplé, ben, du coup tout est testable, c'est facile. Et toutes les valeurs transitent dans des scriptable objects qui sont référencés à droite à gauche dans tous les sens. C'est un spaghetti monstrueux en fait. Et du coup, il dit, ben, j'ai pas envie d'avoir du couplage dans mon code, donc je vais tout découpler. Du coup, tout le couplage, il est dans l'engine, dans Unity, enfin dans l'engine, dans le contenu en fait. Et bref, encore une fois, ça marche pour eux. La slide prout. Quand je suis d'humeur pompeuse, je dis pas que je suis un programmeur, je dis que je suis un architecte. Donc voilà, c'est la slide où je suis d'humeur pompeuse. Donc en fait, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que bon, il y a des tas de modèles, il y a des tas de buzzwords qui circulent, le inversion of control, entity component system,
Les componentes old school, la Unity, GameObject Component. Donc peu importe le modèle, encore une fois, à la fin, il va falloir que vous livrez un logiciel, il va falloir qu'il s'exécute. Et il va falloir le comprendre en fait, tout simplement. Donc que vous ayez tout fait en code, tout écrit en dur, hyper couplé, ou que vous ayez tout fait en truc balancé dans des scriptable objects, dans tous les cas, votre boulot, c'est de maîtriser tout ça. C'est aussi pour ça que le marketing, quand on me dit regardez, voilà tel et tel plugin, vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code. On s'en fout quoi. Que tu fasses un blueprint avec des milliards de nodes ou que tu fasses un code avec des milliards de lignes, dans tous les cas, il va falloir que tu le piges ton truc. Donc, je suis pas anti-blueprint, mais c'est un faux message en fait, de dire t'as pas écrit de code donc c'est pas compliqué. Bah si, c'est quand même pas compliqué parce que c'est quand même un putain de logiciel. Donc en fait, moi quand je démarre un nouveau projet, je réfléchis à qu'est-ce que j'essaye d'atteindre et quel est le pipe qu'il va me falloir déployer pour atteindre ça. Donc, en bon ingénieur, je fais l'analyse des besoins. Et donc, effectivement, dans Unity répond à pas mal de besoins. Et c'est sûr qu'un jeu va toujours avoir besoin de rendu, à part si vous faites un jeu pour les sourds-muets, j'en ai vu. Pour les aveugles plutôt, sourds-muets. Vous allez avoir besoin de gérer des ressources, des textures, des meshes. Vous allez avoir besoin de loader des choses. Vous allez sûrement avoir besoin de serialiser des choses. Mais après, par exemple, on arrive à l'animation. Comme je disais, Mecanim, pour moi, c'est une grosse boîte de verre. Donc, ce que j'attends d'un engine, c'est de pouvoir lire des clips, pouvoir blender des clips entre eux. Par contre, écrire un blend tree, ça peut être hyper dépendant du type de jeu qu'on fait, en fait. Et Mecanim essaye d'être une solution clé en main pour tout faire, et très souvent ça atteint pas son but, et en plus ça peut ramer à mort, etc. Mais ils ont eu la bonne idée récemment, ils auraient dû commencer par là, mais bien entendu ils n'ont pas commencé par là, de faire l'API Playable, où vous avez accès à ça, juste ça, de dire j'ai des clips, et j'écris le code que je veux pour les blender. Si j'ai envie de me faire un tool de blend tree qui peut ressembler à Mecanim ou qui peut avoir une autre forme, je pourrais le faire. Mais voilà. Donc en fait, toute sa réflexion, elle veut dire dans Unity, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais jeter en fait. Et à chaque projet, j'en jette de plus en plus en fait. Mais aussi tout simplement parce qu'ils ajoutent de plus en plus de bas niveaux. Par exemple chez Moon, alors je ne suis pas responsable pour cette décision, mais donc c'est un jeu quand même assez cinématique, on va dire. Il y a beaucoup de séquences animées. Ils n'ont pas utilisé Timeline, ils ont refait leur timeline. Donc ça peut paraître assez démentiel. Mais voilà, le timeline de Unity, ils lui ont juste pas fait confiance en fait, parce que c'est un nouveau produit, parce que ça va mettre 2 ans avant d'être cleané de bugs, parce que ça se trouve au bout de 2 ans, ça sera complètement à côté de la plaque et ça fera pas ce qu'on a besoin de faire, etc., etc. Le son aussi dont j'ai pas parlé, mais de plus en plus de jeux utilisent Wise, donc finalement le son dans Unity on n'a pas besoin. Et je reviens au rendu, qui était le point numéro 1 dans la liste des besoins. Encore une fois, Unity a un passif hyper lourd, son pipe de rendu est lent, il a mis beaucoup de temps à évoluer, à passer en PBR, etc. Il ne va pas forcément répondre à tous les besoins. Je peux vous le dire, parce que quand on fait un jeu 2D, on passe largement plus de temps à se battre contre le système de rendu qu'à s'en servir.
Et heureusement, ils ont récemment introduit les Scriptable Render Pipeline. Je ne sais pas si ça parle. Qui a entendu parler des Scriptable Render Pipeline? Bon. Donc c'est un accès beaucoup plus bas niveau qu'avant. Pour dire, l'engine, tout ce qu'il va dire, c'est il est l'heure de rendre une frame. Voilà la caméra avec son frostrum, sa position. Et tu fais ce que tu veux. Tu me dis que tu as besoin de filtrer tel et tel type d'objet, tel et tel layer. Tu me balances une commande, je rends tout le monde. Au passage, c'est mon boulot à Moon de refaire le moteur de rendu entièrement. Avant, j'étais programmeur gameplay. Maintenant, je suis programmeur rendu. Mais encore une fois, avec une vision très haut niveau architectural de finalement à quoi ressemble notre frame, comment on va l'architecturer. Encore une fois, c'est aussi du fait que ça commence à faire un moment que je fais des platformers 2D avec un rendu moderne comme ça. Je sais comment on découpe les choses et je sais à quel point, pour avoir fait Seasons, à quel point Unity ne nous rend pas service. Et maintenant, tout à coup, avec SRP, c'est magique, quoi. Je suis en contrôle, je ne me base jamais, je dis juste ce que je veux faire, dans l'ordre que je veux le faire. C'est très explicite, très déclaratif. Et en fait, eux-mêmes en interne, ils avaient tout ce pipe qui essayait de satisfaire tout le monde, qu'ils n'arrivaient plus à maintenir, enfin c'était catastrophique. Et donc maintenant, voilà, ils disent, ben, ok, il y a une pipe low-end, une pipe HD, ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé, etc. Et puis surtout, faites votre propre pipe. Donc c'est un investissement assez conséquent de faire son propre pipe de rendu. Mais encore une fois, c'est la notion de vraiment s'équiper tôt et pas attendre de shipper pour dire oh putain, on ne rentre pas du tout en perf, on a passé notre vie à refaire les mêmes choses parce qu'on n'avait pas les bons tools. Non, on s'équipe le plus tôt possible, quoi. Unify. Donc comme je disais, take it away. Comme je disais, le nom d'Unity vient du fait d'unifier, et donc je pense qu'il faut avoir la même approche dans votre façon de concevoir vos tools. C'est justement, en fait, c'est pareil, le mot tool, en fait, c'est un peu comme scripting. Le mot tool, je l'aime parfois pas trop. Parce que quand vous avez une équipe suffisamment conséquente, quand vous savez que vous en avez au moins pour 2 ans, je veux dire, faut pas se leurrer, on va pas faire un jeu en 6 mois, quoi. Enfin, moi, je sais pas faire, encore une fois. Il va falloir dérouler du contenu. Et faire une collection de tools disparates, non. Il faut faire un pipe qui va vraiment, c'est industriel, c'est une chaîne d'assemblage. Et donc il faut unifier vos tools pour qu'ils se parlent entre eux, qu'il y ait une logique qui soit designée, en fait, et qui soit pas juste organiquement créée. On balance à chaque fois qu'on a un nouveau besoin, on balance un nouveau tool. Le truc infâme que je vous montrais tout à l'heure, là, comme de par hasard, ça a mené à tiens, on va faire un nouveau tool qui va rechercher dans toutes les textes. C'est bon, ce qui est génial, hein. C'est comme ReSharper, CTRL-T, boum, tiens, go to, quoi. Les menus, de toute façon, à la base, le menu, c'est un paradigme de merde. Mais bref. En gros, on met une rustine. Donc bien sûr, on réutilise des recettes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire from scratch, ça ne veut pas dire qu'il faut réinventer, mais il ne faut pas avoir peur de... Enfin, encore une fois, ce matin, j'ai entendu, il ne faut pas réinventer la roue. Ça dépend quelle roue, quoi. Il faut peut-être pas inventer le concept de qu'est-ce que c'est qu'une roue, quoi. A priori, ça va être rond et il va falloir que ça roule. Mais s'il y a besoin d'en faire une neuve à chaque fois pour rouler sur la neige ou pour rouler dans le sable, on en fera une neuve, quoi. Et c'est pour ça que réutiliser, partager, etc., c'est bien, mais c'est exactement le problème de l'asset store, en fait. C'est tiens, il y a un mec qui a déjà fait un truc, je vais le prendre. Sauf qu'il l'a fait d'une certaine façon, mais il me fallait un peu plus comme ça, quoi. Et au début, on se dit on va s'adapter. Puis on s'adapte et on cumule. Et t'es là, ouais, en fait, on aurait dû le refaire. Et surtout, personne own le truc. L'autre point, c'est que vous avez fait votre tool pour votre solution. Si vous voulez la rendre publique pour l'asset store,
il va falloir la cleaner, il va falloir la rendre un peu plus générique parce que c'est peut-être trop restreint ce que vous essayez de solver. Et tout à coup, ça devient un problème hyper compliqué. Unity et d'autres, c'est une métrique qu'on retrouve souvent dans le développement de logiciels, c'est que entre développer une solution une fois pour un besoin spécifique ou essayer de la rendre générique, c'est 9 pour 1 le ratio de taf. C'est pour ça que Unity, ils mettent des plombs à sortir leurs features. C'est que, tiens, on va faire... moi, il y a une équipe, encore une fois, désolé de bitcher, mais il y a une équipe que je suis pas mal depuis quelques années, c'est la team 2D. Je trouve que leur output est vraiment minable, c'est assez affreux, quoi. Bon, ils ont fait les sprites en fait, ils ont commencé par là, c'était bien, mais sinon tous les tools au niveau qu'ils essayent de faire, c'est en général pas très très bon et ça leur prend un temps démentiel. Ils ont mis 2 ans à faire un éditeur de grid pour faire du tilemap, quoi. Mais voilà, 9 pour 1. Vous avez qu'à réfléchir, 2 ans divisé par 9, vous sauriez aller plus vite. Donc je vais brièvement te parler de Seasons After Fall. Moi quand j'ai démarré Seasons, je savais exactement ce que je voulais faire, puisque même si les jeux sont très différents en termes de pipe, je voulais faire la même chose qu'UbiArt, dans les grandes lignes. Enfin, je voulais garder ce qui était important et jeter le reste. Mais donc par exemple, la physique, on n'avait pas vraiment de physique. La seule chose dont on avait besoin, c'était un détecteur de collision. Et c'est la chose qui, dans la physics 2D d'Unity, marche hyper mal en fait. C'est-à-dire que vous mettez des objets, vous balancez des rigid bodies, ça se comporte très bien. Par contre, si vous essayez d'avoir des informations sur l'environnement en faisant des casts, etc., c'est super lent, ça vous donne pas les infos qu'il faut, etc. Donc on a pris Box2D, le portage C# de Box2D qui s'appelle Farsia. On a pris Box2D, on a intégré. Ça nous a fait un peu plus de temps au début pour démarrer à faire ça, mais derrière, on était super en contrôle, quoi. On faisait exactement ce qu'on voulait. S'il y avait des trucs qui nous allaient pas, on les a changés, etc. Tout le système de collision, pas de collision, de contact, on l'a dégagé, on s'en servait pas. On a fait que de la détection de collision. On avait fait un système de sprite skeletal qui était le même que dans Rayman, c'est des puppets animés, quoi. À l'époque, il n'y avait pas Spine. J'avoue que là, c'est un truc où, si je devais le refaire maintenant, peut-être que je prendrais Spine. Ça nous a pris quand même plus de temps à faire, parce que là, tout de suite, il y a de la UI. Mais bon, ça a quand même répondu à nos besoins. C'était un investissement un peu lourd, en l'occurrence. Il y a un truc qu'on n'a jamais fait, c'est le séquenceur. On a pris un séquenceur sur la C-Store, on a fini par en prendre 2, parce qu'en fait, on en avait lu un, on s'est dit, oh, ça va aller. Au bout de quelques cinématiques, ça allait pas. Et du coup, on en a pris un autre. On n'a jamais refait les premières cinématiques. On se les portait pendant plus d'1 an à devoir maintenir les deux. Et voilà, parce que, encore une fois, on était en mode, ouais, on l'a évalué, ça fait vite ce qu'il faut, c'est bon, quoi. Bah non, on n'a pas fait notre travail. On n'a pas suffisamment recherché, on n'a pas suffisamment investi. Donc, mon engine idéal. Qu'est-ce que j'ai marqué là-dedans? Donc ouais, comme je disais, combien je peux en enlever, qu'est-ce que je garde? Brièvement, j'ai parlé d'UbiArt, qui était l'engine pour faire Rayman. Ah oui, un truc dont j'ai pas parlé. Unity, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de faire du streaming avec Unity, faire un open world ou quoi que ce soit. C'est catastrophique, ça marche très très mal. Parce qu'il n'y a pas les building blocks bas niveau en fait. Ils essayent de faire un truc vite fait au niveau en se disant bah c'est bon, t'as besoin de faire ça. Bah non, j'ai pas besoin de faire ça. Donc UbiArt, le streaming au contraire c'était là dès le début, quoi. Ça a jamais pas marché en fait. Ça a été buggé, ça a été amélioré, mais dès le début c'était là. Et du coup tout marchait bien en fait. Les scènes elles s'ouvrent instantanément. Bref. Il y a une autre chose qui était importante. Moi, je supporte de moins en moins le mono behavior, avec toutes ces callbacks dans tous les sens. Awake, start, unenable, undisable.
Un truc qui était... Et en plus, tout est single thread. Donc ça, c'est la cata. Un truc dans UbiArt qui était assez génial. Moi, sur Rayman, j'étais gameplay programmeur. Donc beaucoup de création de contenu. Et dès qu'on avait une nouvelle tâche à faire, on savait toujours où le mettre, en fait. Tu as besoin de loader une ressource, tu vas te mettre dans la callback de loading thread. Tu as besoin de t'enregistrer dans un manager, là, il faut que tu te mettes sur le main thread, etc. etc. Et en fait, c'est hyper libérateur. Les cas d'utilisation sont prévus à l'avance, il n'y a plus qu'à remplir. Et un autre principe très important qu'il y avait dans UbiArt, c'était le principe de symétrie. C'est que tout ce que tu fais, il faut le défaire. Donc, tu as loadé une ressource, onload threaded, tu vas la killer unload threaded. Tu t'es enregistré onload main, tu vas te désenregistrer unload main, etc. etc. Tout simplement, ça vient du C++, c'est-à-dire tout ce que tu alloues, il faut le désallouer, sinon tu leaks et puis c'est mort, tu crashes, ou tu passes pas les TRC, ou n'importe quoi. Et donc là, par exemple, c'est un des trucs qui me rend dingue dans Unity, c'est si les objets sont désactivés, Awake il est jamais collé, il va falloir que tu l'actives la première fois. Donc la première fois que tu actives un truc, boum, si tu as besoin de faire quelque chose sur Awake, tu vas te le manger maintenant et pas pendant le loading. Start n'a pas de symétrique, donc tu as une callback où tu peux faire un truc, tu vas jamais le défaire. Tu as destroy et disable, mais le problème c'est que les deux sont appelés, tu sais jamais dans quel contexte t'es, etc. etc. Démo. On va faire une petite pause. J'ai pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça? D'accord. Ah, j'avais prévu une manette, mais j'avais pas prévu que j'aurais un micro à la main. Ça marche plus. Ça marche. Alors, ça marche. Qui comprend ce qui se passe ici? Faut être attentif. J'ai pas de bonbons à distribuer comme ils font à la GDC, mais non, personne ne remarque rien. Je suis pas en play mode. Wouh! Ah, la foule en délire. Donc, attendez, je pose un peu. Ah si, en fait, j'aurais pu avoir du son. Pas besoin. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut jouer au tank. C'est la démo tank d'Unity. C'est pas moi qui fais tout ça. Moi, je fais des slides vertes. Un autre truc qui était génial dans Rayman, c'est qu'il n'y avait pas de play mode. Tu lançais le jeu. Déjà, tu lançais le jeu. Et l'engine était dans le jeu. L'éditeur de scene, ouais, l'éditeur était dans le jeu. Donc, tu n'avais pas besoin de faire de build. Et à tout moment, tu appuyais sur espace et paf, tu étais en pause et tu pouvais éditer. Et ah oui, je vais pas montrer. Donc, si j'appuie sur là, paf, je reset to checkpoint. Instantané. Donc dans un platformer aussi, ça c'est vachement bien. Monsieur dans la salle que je connais pas, avez-vous déjà essayé de faire un platformer tu fais ton LD,
T'as bougé des trucs, forcément il y a des ennemis qui sont morts, t'as mis ton mec dans un trou, je sais pas quoi. Boum, reset to checkpoint, tu retestes. T'as fait pas play mode, exit, 30 secondes à chaque fois. Et 30 secondes, je suis généreux parce que plus l'équipe est grosse, plus ça scale. À Moon, on a des temps, j'ose pas vous le dire. Et donc, c'est génial. Donc, pourquoi Unity fait pas ça? Parce que c'est vachement plus simple conceptuellement le play mode. Mais moi, je m'en fous, je veux le faire quand même. Donc, comment je vais faire pour torturer l'engine, pour lui faire ce que je veux, quoi. Sauf que ça non plus, c'est pas la bonne approche. Il faut pas torturer l'engine, il faut être en contrôle, il faut lui montrer que c'est toi le boss. Donc bref, là j'ai fait un truc dégueulasse où je récupère l'update de l'éditeur. J'ai trouvé un tweak pour rafraîchir la game view tout le temps. Et je passe pas par execute init.pon au cas où vous vous posiez la question, parce que surtout pas. Je veux pas être. Je veux plus utiliser update en fait. Je veux plus utiliser les composantes. Donc pour l'instant, ouais, c'est tout dégueulasse. Juste chaque composante s'enregistre dans un manager. C'est des trucs qui ont déjà été faits 1000 fois, hein, d'avoir un update manager à soi. C'est même des trucs que sur le blog Unity ils recommandent parce qu'ils sont tellement conscients que leur update est pourri, qu'ils disent si vous voulez updater 10 000 objets, faites-vous un manager. Et en fait, du coup, pourquoi ne pas partir de là dès le début en fait? Pourquoi ne pas passer le temps qu'il va falloir à mettre ça en place, que ça marche, que votre update manager il vous provide exactement tout ce que vous voulez. Vous établissez des contrats en fait. Vous faites des tests si c'est votre truc pour définir comment ça doit se passer. Dès que vous tombez sur un nouveau cas indéfini ou mince, qu'est-ce qui est censé se passer dans ce cas-là? On prend une décision et on fait en sorte que ça fasse ça et pas autre chose. Et ensuite on déroule. Donc là, j'étais à vrai dire hyper surpris. Le plus compliqué, honnêtement, ça a été juste de trouver comment rafraîchir la GameView. Et derrière, j'inscris mes bonshommes pour dire qu'ils ont besoin d'une update. Et oui, il y a moyen, encore une fois, d'être en contrôle et de dire c'est moi qui décide quand la physique est updatée. Donc, ce qui fait que il y a de la physique, au cas où il y en a qui se demandaient. Le son marche, alors ça m'a complètement bluffé, j'ai rien eu besoin de faire. J'ai eu du son. Voilà. C'était la démo pour arrêter de parler 2 minutes. Merde, j'ai tout perdu. Bon, j'ai plus mes commentaires maintenant. Alors, deuxième partie de la presse. Maintenant, on va cueillir des fraises dans la forêt. C'est la pochette surprise, hein, je vous avais prévenu. Hein. Je sais pas ce que vous faites là. Là, on a jusqu'ici, c'était top niveau. Là, on arrive sur la partie un peu moins préparée. Il y a un truc, c'est pareil, plus je fais des projets et plus il y a des choses que je fais plus. C'est par exemple de setuper des préfabs avec 50 renderers et puis des matériaux partout et des machins et des trucs. C'est infâme à maintenir. Alors c'est bien, il n'y a pas de code. Hein. C'est découplé. Et donc en fait, une approche qui marche vachement mieux, c'est de dire j'ai un component qui exprime tout ce que j'ai besoin. Ça fait un endroit centralisé pour tweaker les valeurs. Parce que pour avoir bossé pas mal sur du rendu, dans Unity c'est quand même assez spécial. Hein. Il y a plein de flags qui sont dans le renderer, il y en a qui sont dans le material, qui sont du coup partagés avec plusieurs renderers, il y en a qui sont dans le shader, les shader features, des trucs comme ça. Il y en a qui sont dans les property blocks, qui sont par matériaux. Quand vous essayez d'expliquer ça à un artiste, c'est compliqué en général. Donc, ce qu'on peut faire à la place, ça rend très très mal. C'est bon, va falloir me croire. Hein. C'est un gros component.
avec toutes les properties dont on a besoin. Ça, c'est un truc de Seasons, donc c'est pour ça qu'il y a toujours les couleurs, elles vont toujours par 4. C'était vachement pratique. Et en fait, c'est un truc qui dit, moi, je maintiens des valeurs qui vont être balancées dans des matériaux ou dans des renderers, ou peu importe. Le component il sait, l'artiste, il s'en fout. On peut ajouter des blocs de property. Encore une fois, ça se voit pas du tout, mais là, il y a une section, ça c'est un bloc, ça c'est un autre bloc, c'est un autre bloc. C'est l'artiste qui dit, tiens, j'ai besoin d'overrider la couleur, tiens, j'ai besoin d'overrider, je sais pas quoi, la turbulence pour faire des trucs qui font wavy. Et derrière, les renderers, on n'a même pas besoin de les sérialiser en fait. Donc les préfabs, ils sont plus légers. Au moment du bake, on dump tout et on flatten, on fait ce qu'on veut. Mais il n'y a rien à maintenir en fait. Et ça vous permet de prendre des décisions parfois dramatiques de genre, tiens, on va tout changer, comment c'est fait, tous les renderers, on va les splitter en 4, on va avoir des mèches, machin. Et parce que vous êtes en contrôle et vous exprimez ensuite à l'engine ce qu'il faut faire via des setups data, mais qui vous appartiennent. C'est pour ça que je parle de setup non destructif, c'est que la logique, elle reste là, elle ne change pas. Le setup, il est automatisé, il n'est pas... c'est pas j'ai setupé mon truc, paf, l'information est bakée forever dans le truc et je suis incapable d'essayer de dégager quelle était la logique derrière ce truc. Qui a entendu parler d'ECS? Pardon. Entity Component System. C'est un petit peu, pas tant que ça. À vrai dire, j'avais un peu envisagé au départ de faire toute ma conf là-dessus, mais j'avais un peu peur que ça se transforme en cours magistral. Donc en fait, Unity eux-mêmes, ils réalisent bien que les décisions qu'ils ont prises à 10 ans de leur game object avec leurs componentes, etc., c'est plus pertinent maintenant, quoi. Donc ECS, ça essaye de résoudre deux problèmes. Le problème de performance, parce que, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop les détails, mais le fait d'avoir des tas de GameObjects au petit bonheur la chance qui sont alloués n'importe où dans la mémoire, ça crée des problèmes de cache monstrueux qui font que les performances sont terribles. C'est impossible de savoir la relation entre les choses, qu'est-ce qui va se passer. Vous pouvez très bien, à n'importe quand, dans n'importe quelle boule d'update, aller balancer des trucs, faire des changements dans l'engine qui remettent en cause tout le reste de la boucle. C'était un des gros problèmes d'ailleurs du rendu dans Unity, c'est qu'il y avait des callbacks dans tous les sens tout le temps. Donc, vous avez une callback de tiens, il y a un rendu qui est en cours, il y a tel objet qui est en train d'être rendu, et puis là vous dites ah bah tiens, je vais faire la caméra, elle va faire 180 degrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc bref. Et l'autre, donc ça est essentiellement là pour résoudre un problème de performance. Et le truc génial, c'est que ils revoient leur copie de zéro. Et ça va aussi résoudre énormément les problèmes de contrôle, en fait. En fait, même pour les développeurs Unity, de Unity Technology, je veux dire, de la boîte, utiliser leur propre programme, leur propre engine, c'est très compliqué. De devoir faire des modifications en C++ pour introduire des nouveaux comportements qu'il va falloir ensuite exposer à l'API, etc. C'est très compliqué. C'est aussi une des raisons qu'ils ont éclaté leur pipe de rendu en SRP, Scriptable Render Pipeline. C'est qu'en fait, ils veulent complètement inverser la logique de dire on a du scripting qui subit ce que l'engine a bien envie de faire. Maintenant, c'est plus rien à voir en fait. C'est le scripting, c'est le logiciel. C'est lui qui sait, c'est lui qui tourne. Et il va de temps en temps dire à l'engine, ok, exécute ça, s'il te plaît. Exécute-moi, rends-moi 5000 renderers, update-moi 5000 objets, etc., etc. Dans ma superbe démo de tank là, c'est bourré de... c'est un exemple pour faire Mumuse, mais il y a 1 milliard de problèmes qui ne sont pas résolus avec mon truc.
Là, pour l'instant, je déplace des transforms. Au moment où tu sauves la scène, tout le monde est sauvegardé à sa position. Enfin bref, c'est assez facile d'imaginer avec le modèle actuel du script de j'ai des componentes qui ont des valeurs. Elles sont publiques pour que je puisse les tweaker dans l'éditeur, mais derrière, dans mon update, je vais peut-être les modifier quand même. Du coup, ce que j'ai seté à la main, je peux le déplacer en play mode, mais quand tu n'as plus de play mode, tu saves, mince, si tu as changé ta valeur, ça va plus du tout. Et donc ça aussi, c'est un truc qui était pensé dès le départ dans Rayman, en fait, dans UbiArt, pardon. Les objets, par exemple, avaient deux transforms, le transform initial et le transform en cours. Le transform initial est sérialisé, le transform en cours l'est pas. Quand on déplaçait un objet, on pouvait en cours de play déplacer un objet qui s'était bougé par rapport à son point de spawn. On pouvait quand même déplacer le transform initial. Du coup, la valeur de position de départ allait être sérialisée et l'objet était déplacé d'autant de même delta. Et en fait aussi, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant avec cette approche, c'est de toutes les variables que vous avez, à chaque fois vous êtes obligé de réfléchir à la portée qu'ils ont. Par exemple, vous sérialisez une valeur de dire tiens, position et temps. Et ensuite, sur update, on incrémente cette position. Ben non, en fait, ce qu'il te faut, c'est la position initiale que tu sauves et que tu touches plus, qui est read-only, quoi. Et la position courante que tu as le droit de mettre à jour. Ou le temps, ou le n'importe quoi. La vitesse. Et du coup, quand tu reset le checkpoint, tu sais toujours à quoi te référer, en fait. Et du coup, il y a des tas de problèmes. Au début, ça semble vachement plus compliqué. Ah ouais, mais attends, c'est vachement plus simple. Je sors du play mode, pouf, il y a tout qui se reset, et tout qui marche, quoi. J'ai besoin de modifier une valeur, je la modifie dans l'update, je m'en fous. Donc au départ, ça semble plus compliqué, mais en fait, ça a obligé d'être plus rigoureux et avoir une approche bien plus robuste. Et voilà, des choses comme resetter la map sans avoir besoin de tout reloader, qui sont quand même sacrément appréciables pour le joueur. Ça arrive de façon gratuite. Qui est qui? C'est bizarre. Donc les démos CS, je ne sais pas si vous avez vu au moins les démos qu'ils ont fait à Unite, c'est toutes les mêmes. Donc moi j'en ai fait encore une pareille. C'est ah tiens regarde, on peut avoir 50 000 poissons dans un aquarium ou 50 000 cubes. Enter play mode. Voilà, c'est la photo play mode. Non, il veut pas, hein. Je suis pas en économie d'énergie, non. Oh, des cubes qui bougent. Un truc de programmeur. J'ai mis des... ça rend pas bien, mais j'ai mis des post-effects sur la caméra pour faire un peu moins programmeur. Ça marche bien, hein. Alors, je vais faire une petite dédicace. Il y avait une joke qui revenait souvent dans Swing Swing Submarine, c'est que pendant des années, Joachim Hunt, le CTO de Unity, il faisait toujours les mêmes démos en GI. Il disait regardez, on a tout baké nos lumières Global Illumination et puis I can change the color. Moi aussi, je fais I can change the color. Et là, je peux change la vignette. Voilà, Guillaume, pense à toi. Quelle heure il est là? Ouais. Bon, idéalement, je vous aurais montré un peu des bouts de code, mais je pense que ça va être compliqué. Là, en fait, ce qui se passe, c'est... c'est compliqué à expliquer. J'ai mon million de cubes, là. C'est plus un cube, un GameObject, en fait. C'est des entités. Un GameObject entité, c'est complètement différent. Et je push le système, je dis tiens, je crois que c'est 100 par 100, donc environ 1000, hein, c'est ça? Environ 1000 cubes, 10 000 cubes, j'ai 10 000 cubes qui ont besoin de se dater.
Ils pushent des jobs boom, sur tous les CPU, sur tous les corps. Donc leur démo, je vais vous mettre une démo un peu moins naze. Leur démo à eux, ils ont... où est-ce qu'elle est? Je croyais que je l'avais gardée sous le coude. Non, bon, je l'ai pas laissée ouverte en fait, tant pis. Ils ont 25 000 poissons dans un aquarium qui font du flocking, etc. Et ce qui est vachement intéressant en fait, c'est que donc maintenant on dit au système, tiens, je te donne un buffer avec de la data. C'est par exemple une liste de transforms qui ne sont pas les transforms componentes. Et il va falloir que tu bosses dessus. Et puis quand tu auras fini de bosser dessus, bah tiens, je vais prendre ces transforms, je vais les donner au rendu, je vais dire tiens, c'est des matrix, il va falloir rendre des objets avec. Et donc les problèmes, comme j'avais tout à l'heure, de dire comment je reset des trucs à leur position initiale ou quoi, tout à coup c'est plus un problème en fait. Je peux très bien avoir un buffer de voilà la position initiale de mes transforms. Quand j'ai besoin de faire quelque chose, je copie ça dans la position courante. Et la position courante, bah, maintenant je la donne à qui en a besoin en fait. Et donc en fait, c'est pour démontrer que tout à coup on a un contrôle total en fait. Et en fait, ça va à tel point que on commence à se demander qu'est-ce qu'il fait l'engine en fait. Parce que ils ont fait toute une communication, je trouvais que d'ailleurs ils s'étaient un peu ratés là-dessus, mais ils ont des native buffers là. Donc toute la gestion de mémoire a été améliorée donc pour pas que ça prenne des plombes d'instancier 10 000 cubes, parce que essayer d'instancier 10 000 préfabs de cubes dans Unity, vous allez voir ce qui se passe. Pour pas que ça prenne des plombes, il y a des buffers super optimisés, machin. Et en fait, tout ça, c'est entièrement écrit en manager, en C#. L'engine n'a finalement plus aucune visibilité sur ce qui se passe. Donc eux-mêmes, ça leur permet d'itérer 1000 fois plus vite pour faire leur nouvelle démo, pour faire leur nouvelle feature, plus haut niveau. Et la seule chose qui reste dans l'engine, finalement, c'est le job system qui schedule les jobs, quoi. Et ensuite, on va dire au système de rendu, bah tiens, voilà un buffer, upload-le sur la carte graphique, quoi. Il n'a même plus besoin de passer, il est en manager, il peut en faire ce qu'il veut. S'il a envie de le mettre direct de manager à la carte graphique, il n'a plus besoin de passer par l'engine. Parce que c'est pareil, si vous faites de la déformation de mesh ou des trucs comme ça, vous vous apercevrez très vite que le coût de faire ça dans le système classique est monstrueux. Votre mesh, elle va être dupliquée 5 fois avant d'arriver jusqu'à la carte graphique. Donc voilà. ECS, c'est le futur. Le job system est en bêta déjà relativement officiel, on va dire. Le ECS, qui donc en fait est un client du job system haut niveau, qui encore une fois est quasiment purement managé, lui il est en expérimental. Donc là, pour utiliser en production maintenant, c'est quand même assez chaud. Enfin, en fait, si vous commencez une production encore une fois, vous en avez pour 2-3 ans, moi, personnellement, clairement, je partirai là-dessus. Mais voilà. Mais le job system est déjà relativement mature. Bonjour et merci. Moi, je fais partie d'une secte bien particulière. J'en ai vu un deuxième ce matin. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est que vu l'emprise que dans des prods tels que la vôtre, enfin dans des boîtes très très professionnelles avec des techs qui sont assez pointus, comme vous, vu l'emprise que vous voulez avoir sur le Game Engine, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à aller cloner quelque chose d'open source qui fait 40 mégas là, avec l'IDEO compris, là où Unity fait 3 gigas? Je me demande bien où tu vas en venir. Ouais, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à aller cloner ça et aller faire un peu son Game Engine soi-même pour aller ajouter du C++ là où on a besoin et puis faire du scripting là où il n'y a pas besoin de perf et puis faire son propre Game Engine en fait? C'est une bonne question. Moi, j'ai vu de première main que
Rayman, il a été fait en 1 an et demi. Alors, clairement, il y avait quand même un peu la machine Ubisoft qui aidait. Mais on avait un engine dédié from scratch qui répondait extrêmement bien à nos besoins. En fait, donc bref, tout ça pour dire que ça m'a trotté dans la tête pas mal de temps. J'ai toujours résisté à l'envie de faire mon propre engine comme chaque programmeur qui aime bien perdre son temps. Mais pour moi, ça en vient à un point où en fait, donc comme je disais, qu'est-ce que tu gardes finalement d'Unity? Pas grand-chose, le rendu. Et en tant qu'abstracteur de rendu, qui va pouvoir être déployé sur tous les devices de la planète, c'est quand même assez imbattable, personnellement, je trouve. Je connais pas Godot, hein, donc peut-être que c'est battable. Mais et en fait, ce que je trouve qui commence à être vraiment extrêmement intéressant, donc peut-être qu'encore une fois, c'est moi qui crois bêtement aux mensonges du marketing, mais déjà, j'adore C#. Je trouve que c'est un très bon langage pour la réactivité nécessaire au développement, pour l'itération, etc. Et ils sont en train je suis en train de me poser la question inverse, en fait. C'est pourquoi, qu'est-ce qui pourrait finir par justifier de faire ça? Parce que avec ECS aussi, ce qu'ils amènent, c'est un nouveau compilateur qui arrive à être plus performant que C++, si on croit le marketing, etc., etc. Ils ont une force de frappe, en fait, qui est juste démentielle, en fait. Putain, c'est une réponse extrêmement longue à une question toute simple. En fait, bref, tout ça, c'est pour dire que c'est une question de maturité. Si Godot, je ne connais pas, si une fois que ça aura shippé 10 000 jeux, ben, pourquoi pas, ouais. Bonjour. Bonjour. Tu parlais tout à l'heure de travailler de façon non destructive. Donc c'est quelque chose qui me parle pas mal. J'aime beaucoup faire ça, notamment quand je travaille plutôt sur les parties graphiques. On travaille avec des calques non destructifs, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à cette approche au niveau de la programmation, qui est aussi hyper intéressante au niveau de du game design et de la prog. Ma question c'est, est-ce que ça consiste juste du coup à avoir une valeur initiale, une valeur de travail? Il y a besoin de rien d'autre pour mettre ça en place, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pas vues? C'est déjà un super bon point de départ, en fait. Moi, je suis hyper partisan de ce qui est aussi un gros principe de CS, d'avoir des classes data only, en fait, des structs où ça c'est juste, ça contient des paramètres, en fait. Et tu fais ton component, tu as une classe struct params, et tout à coup dans ton update, tu as besoin à chaque fois de faire params.color. Tu dis tiens, peut-être que c'est une bonne idée de pas aller modifier cette valeur, parce qu'elle n'est pas faite pour, quoi. Donc oui, c'est essentiellement une question de mindset. Après, quand je parlais de non destructif, c'était pas forcément exactement ce que je voulais dire, mais c'était plutôt de dire chaque fois que tu as besoin de faire un setup de data complexe, le fais pas à la main et ne donne pas la responsabilité à la data de contenir tes valeurs. En fait, contiens-les toi dans un truc que tu maîtrises et tu as un step clairement identifiable de maintenant je convertis en autre chose. Et du coup, cette partie-là, je peux la régénérer tout le temps. Elle est pas, j'ai pas perdu l'info, en fait, d'où vient le truc. Merci. Bon, bah voilà. Ah. Ouais, je travaille un peu de la même façon que toi dans Unity, et je me suis heurté plus ou moins aux mêmes écueils. Et en particulier, j'essaie d'utiliser tout ce qui est scène et préfab comme ressources et comme data, et non pas comme un environnement scripté comme Unity l'utilise à la base. Et j'ai pas mal d'écueils justement quand on veut par exemple, loader une scène au runtime en additif pour
charger un bout de niveau ou un bout de fonctionnalité. Est-ce que tu as rencontré des problèmes à ce niveau-là? Est-ce que tu as des solutions? Oui, clairement, rencontrer le problème. Pour la petite histoire, Seasons était censé être open world, entre guillemets, parce que ça reste un jeu tout petit, mais c'était censé être un niveau géant. On n'a juste pas réussi, en fait. Jusqu'à hyper... Enfin, en termes d'architecture, ça fonctionnait, mais en termes de perf, on avait tout le temps des... ça, c'est en train de loader. Et on n'a juste pas réussi. D'une version sur l'autre d'Unity, il y a des trucs qui marchaient plus. Texture loading, ça marche pas. Ori 1 a shippé comme ça, parce qu'ils ont fait des modifications sources, parce que sinon ils n'y arrivaient pas non plus. Ori 2 va être comme ça aussi. Mais ça reste un boulot ignoble au quotidien de passer ta vie à dire « Ah putain, j'ai pas le droit de faire des trucs dans Awake, parce que quand la scène va se loader, c'est la cata. » Et encore une fois, c'était un problème qui était réglé from scratch dans UbiArt, ça, parce qu'il y avait cette conscience de dire il va falloir faire des trucs dans le loading thread. Donc des solutions, il y a le time slicing, mais c'est dégueulasse. C'est de dire ta scène, au moment de la sauvegarder, au moment de faire ton build, tu désactives tous les objets dans ta scène, tu les listes tous, et tu vas les enabler un par un. C'est comme ça que Inside a shippé. Ils ont bien détaillé le truc sur leur conf. Et quand tu vois le niveau de polish d'Inside, y compris dans leur tooling, c'est une conf magnifique à regarder. Ils ont investi, ils ont vraiment fait un tool de ouf. Et qu'ils aient dû s'en résoudre à faire ça, c'est vraiment à pleurer, quoi. Donc, tu peux aussi utiliser les callbacks de Serialize, je sais plus quoi là, Serialize callback. C'est hyper limité parce que tu vas pouvoir faire des trucs vraiment que chez toi, mais tu vas pouvoir rien toucher de l'API Unity. Et encore une fois, c'est un truc qui est réglé from scratch via ECS, parce que tu pourrais très bien dire maintenant, au moment de loader ma scène, je vais kick-off des jobs qui sont asynchrones et j'ai pas besoin qu'ils finissent potentiellement, j'ai pas besoin qu'ils finissent cette frame, etc., etc. Donc tous tes awake en fait vont devenir des jobs. Je prends beaucoup trop longtemps à répondre, à chaque fois les gens ils ont peur de poser des questions. Moi j'ai une petite question par rapport à un sujet que tu as abordé un peu plus au début de la presse, où tu parlais de data et de scriptable object. Et justement, tu disais qu'on arrivait vite au phénomène plate spaghetti, d'avoir des préfabs qui référencent des scriptable objects qui, eux, contiennent les variables. Donc, par exemple, je sais pas, tu as des préfables qui sont tes ennemis, et étant donné que ils partagent tous le même set de variables de game design, on va mettre tout dans un scriptable object, et puis on va faire la même chose pour le héros, on va faire la même chose pour je sais pas, les véhicules, etc., etc. Et au bout d'un moment, on finit par avoir une énorme structure de scriptable object qui sont eux-mêmes référencés dans tous les préfabs du jeu. Donc ça, c'est justement un problème dans la façon de designer la configuration. On va dire la configuration, justement, game design, enfin, comment tu vas régler ton jeu, en fait. Et donc, justement, toi, qu'est-ce que tu ferais, en fait, enfin, comment tu architecturerais, ou en tout cas dans les principes de base, le truc pour éviter d'avoir, justement, ce côté, la data d'un côté, les préfabs de l'autre, et le côté un peu, justement, on s'y retrouve plus, en fait. Enfin, comment tu gérerais cette configuration-là, en fait? Alors déjà, je suis pas du tout anti-scriptable object. Pour moi, c'est juste des ressources qui contiennent, c'est des databases. C'est clairement très très bien pour configurer des choses. Moi, la conf dont je parlais, c'est parce que lui, il s'en servait il mettait des events dedans. Donc, tu avais des trucs qui venaient redistribuer des events et qui venaient ensuite fire les events sur le scriptable object. Donc, en fait, pour moi, c'est pas spécialement un problème. Faut juste voir quelles vont être les répercussions en fait dans la lisibilité, dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe, d'où viennent les choses, pourquoi ça arrive, etc. Et c'est ce que je voulais dire au début quand je parlais d'architecture. Peu importe quel que soit le modèle que tu vas choisir, dans tous les cas. Dans tous les cas, à la fin, tu vas être dans la merde, quoi. Tu auras fait un truc hyper complexe qui va être très, très dur à comprendre. Donc, il faut en être conscient dès le début et l'assumer, en fait.
faut pas croire à tous les buzzwords de se dire ah bah tiens mais si j'utilise tel modèle tout à coup j'aurai plus le problème. Non, tu l'auras quoi. Donc j'ai pas trop de réponses miracles. Ok, ouais, non, parce qu'en fait je pensais que il y avait vraiment le côté déconseiller le fait de trop reposer justement sur l'utilisation de scriptable object pour faire de la data et de coupler ça justement au système de préfab qui pouvait faire qu'au bout d'un moment on s'y retrouve vraiment plus. Non, c'est sûr. Aller vers des solutions plus externes pour stocker justement toute la partie entre guillemets statique. Je trouve qu'il y a des tas de situations où les scriptable objects résolvent les problèmes largement mieux que les préfab parce que c'est beaucoup plus partagé. C'est un point de référence beaucoup plus en général simple à venir référencer, analyser, voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de questions ? Eh ben, ma foi, merci à tous.